Le 18 mars 1871, à l'aube, des soldats du gouvernement français grimpent la butte Montmartre pour saisir les canons de la Garde nationale. Ces canons, 187 pièces d'artillerie que les Parisiens ont eux-mêmes financées par souscription publique pendant le siège prussien, appartiennent, selon le gouvernement de Versailles, à l'État. Selon les habitants de Montmartre, ils appartiennent à Paris. Les soldats atteignent les canons, mais les chevaux nécessaires pour les transporter n'arrivent pas. Mal coordonnés, en retard, perdus dans la confusion. Pendant les heures d'attente, les femmes du quartier sortent de chez elles. Elles parlent aux soldats. Elles leur demandent pourquoi ils viennent prendre les canons du peuple au nom d'un gouvernement qui vient de capituler devant la Prusse. Les soldats, des conscrits, des fils de paysans et d'ouvriers commencent à fraterniser. Certains retournent leurs fusils. Le général Lecomte, qui ordonne à ses hommes de tirer sur la foule, est arrêté par ses propres soldats. Il sera exécuté dans la journée. En quelques heures, le gouvernement perd le contrôle de Paris. Il s'enfuit à Versailles. Et Paris, la ville la plus révolutionnaire d'Europe, la ville qui a déjà renversé 3 régimes en moins d'un siècle. Paris se retrouve seul, libre et face à une question que personne n'a encore résolue dans l'histoire moderne. Que fait-on d'une ville quand on n'a plus de maître? Ce qui se passe dans les 72 jours suivants terrifie non pas parce que c'est violent, bien que ce soit violent. Il terrifie parce que c'est cohérent. Parce que les hommes et les femmes qui gouvernent Paris pendant ces 72 jours commencent à construire, pierre par pierre, décret par décret, quelque chose qui ressemble à un modèle alternatif de société. Un modèle que les gouvernements de toute l'Europe regardent avec une peur qu'ils n'avouent pas publiquement, mais qu'ils ressentent assez intensément pour coopérer, par-dessus leur rivalité habituelle à l'écrasement de la Commune. Pour comprendre la Commune, il faut comprendre ce que Paris vient de traverser et dans quel état psychologique et économique se trouve la ville au printemps 1871. En juillet 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse dans un accès de confiance mal calculé. En 6 semaines, l'armée française est anéantie. Napoléon III lui-même est capturé à Sedan le 2 septembre 1870. Une humiliation sans précédent. La République est proclamée à Paris et les armées prussiennes marchent vers la capitale. Le siège de Paris commence le 19 septembre 1870 et dure 132 jours. Les Parisiens mangent les animaux du zoo. Les 2 éléphants du Jardin des Plantes, Castor et Pollux, sont abattus et vendus chez les bouchers de luxe à des prix que seuls les riches peuvent payer. Les pauvres mangent des rats, des chats, des chiens. Le rationnement est inégal. Les quartiers ouvriers souffrent infiniment plus que les quartiers bourgeois. Les obus prussiens tombent sur la ville sans discrimination. Mais la famine, elle, discrimine parfaitement selon la richesse. En janvier 1871, le gouvernement de la Défense nationale capitule. Les conditions de l'armistice sont humiliantes. 5 milliards de francs d'indemnités de guerre. L'Alsace et la Lorraine cédées à l'Allemagne et, provisoirement, l'occupation de Paris par les troupes prussiennes. Les soldats prussiens défilent sur les Champs-Élysées. Les Parisiens ferment leurs volets. Certains pleurent, beaucoup enragent. Et le gouvernement provisoire, une assemblée élue à la hâte, dominée par des notables conservateurs de province qui n'ont aucune sympathie pour Paris et ses travailleurs, commence immédiatement à prendre des décisions qui transforment la colère en explosion. Il suspend le moratoire sur les loyers qui avait été accordé pendant le siège, forçant les locataires de Parisiens à payer d'un coup plusieurs mois d'arriérés accumulés. Il suspend le moratoire sur les effets de commerce, forçant les petits commerçants et artisans à rembourser immédiatement leurs dettes. Et il tente de saisir les canons de Montmartre. Ces 3 décisions, prises en l'espace de quelques semaines, frappent simultanément les ouvriers, les artisans, les petits commerçants, toute la base économique de la population parisienne qui a tenu la ville pendant 132 jours de siège. C'est dans ce contexte que le 18 mars devient ce qu'il devient. Le 26 mars 1871, Paris élit son conseil municipal, la Commune de Paris. 92 membres élus au suffrage universel masculin, représentant les arrondissements de la ville. Parmi eux,
des ouvriers, des artisans, des journalistes, des enseignants, des médecins, des avocats, une représentation de la petite bourgeoisie et de la classe ouvrière parisienne sans précédent dans l'histoire politique française. Ils n'ont pas de programme unifié. Ils n'ont pas de parti unique, pas d'idéologie dominante. Les blanquistes côtoient là. Les proudhoniens, les internationalistes côtoient les républicains jacobins. Les positivistes côtoient les Coutin et les anarchistes. Ce qui les unit n'est pas une théorie, mais une urgence pratique. Gouverner Paris, défendre Paris et essayer de construire quelque chose de différent pendant le temps qu'il leur reste. Ce qu'ils construisent en 72 jours est plus cohérent qu'on ne le croit généralement. Le premier décret économique majeur, la remise des loyers pour les 3 termes impayés pendant le siège et la suspension des saisies sur les effets de commerce. La mesure que le gouvernement de Versailles avait refusé de prendre, la Commune la prend immédiatement. Des centaines de milliers de Parisiens, locataires, artisans, petits commerçants sont directement soulagés. Le deuxième décret, la réquisition des ateliers abandonnés par leurs propriétaires pendant le siège ou après le 18 mars, des patrons qui ont fui Paris avec le gouvernement, et leur remise à des coopératives ouvrières pour continuation de la production. Ce décret est fondamental. Il ne nationalise pas au sens d'un État qui s'empare de la propriété privée. Il organise la continuité de la production par les travailleurs eux-mêmes, dans une structure coopérative où les décisions sont prises collectivement et les bénéfices partagés entre les membres. Le troisième décret économique majeur, l'abolition du travail de nuit dans les boulangeries. Une mesure sociale concrète, directement demandée par les boulangers parisiens. Des hommes qui travaillaient depuis des générations dans des conditions épuisantes, débutant leur journée à minuit pour avoir le pain chaud à l'aube. La Commune légifère sur leurs conditions de travail avant même que la plupart des pays industrialisés n'aient commencé à y réfléchir. La Commune abolit également la conscription militaire obligatoire, remplacée par une garde nationale ouverte à tous les citoyens volontaires. Elle sépare l'Église de l'État. Toutes les propriétés ecclésiastiques sont inventoriées pour servir à des fins publiques. Les crucifix sont retirés des écoles. L'enseignement religieux dans les établissements publics est interdit. Elle décrète l'enseignement gratuit et laïque pour tous les enfants, filles et garçons. Elle fixe le salaire maximum des fonctionnaires communaux, y compris des membres du conseil eux-mêmes, à 6 000 francs par an, le salaire d'un ouvrier qualifié. Pas de caste de hauts fonctionnaires surpayés, les élus de la Commune gagnent ce que gagnent leurs électeurs. Elle remet à leurs propriétaires les objets mis en gage au mont-de-piété, le prêteur sur gage municipal, en dessous d'une certaine valeur. Des milliers de familles ouvrières avaient engagé leurs outils de travail, leurs vêtements, leurs couvertures pour survivre pendant le siège. La Commune les leur rend. Ce ne sont pas des mesures révolutionnaires au sens de l'abolition de la propriété privée. Ce sont des mesures de justice économique immédiate, des corrections aux pires inégalités du système existant, prises par des gens qui gouvernent une ville assiégée et qui savent qu'ils n'ont peut-être pas beaucoup de temps. À Versailles, le gouvernement d'Adolphe Thiers observe la Commune avec une terreur que les archives diplomatiques de l'époque révèlent dans toute sa sincérité. Ce n'est pas la peur de la violence, bien que la Commune exécute effectivement des otages, dont l'archevêque de Paris, dans les derniers jours. C'est la peur du modèle. Si Paris peut fonctionner, si une ville de 2 millions d'habitants peut se gouverner elle-même pendant 2 mois, payer ses fonctionnaires, maintenir l'ordre public, organiser la production, nourrir sa population, sans propriétaires absents, sans préfet nommé par l'État, sans clergé dans les écoles, alors la question se pose dans toute l'Europe. Pourquoi pas ailleurs? Les gouvernements européens le comprennent instantanément. La réaction internationale à la Commune de Paris en 1871 est remarquable par sa rapidité et son unanimité. La presse conservatrice de toute l'Europe, à Londres, à Berlin, à Vienne, à Saint-Pétersbourg, se mobilise pour présenter la Commune comme une horde de barbares, de communistes sanguinaires, d'ennemis de la civilisation. Les termes utilisés sont révélateurs. La racaille, les bêtes fauves, les incendiaires. Un vocabulaire de déshumanisation qui prépare l'opinion publique à ce qui va suivre.
Ce qui est remarquable et rarement souligné, c'est que la Prusse, l'ennemi qui vient de vaincre la France, coopère activement avec le gouvernement de Versailles pour écraser la Commune. Bismarck libère anticipativement des prisonniers de guerre français pour permettre à Thiers de reconstituer une armée suffisante pour reprendre Paris. L'ennemi d'hier devient l'allié du jour quand l'enjeu est la survie de l'ordre social établi. Karl Marx, depuis Londres, suit les événements avec une attention passionnée. Il écrit « La guerre civile en France », son analyse de la Commune, dans les semaines qui suivent son écrasement. Il voit dans la Commune la forme politique enfin trouvée de l'émancipation ouvrière. Ses écrits transforment rétrospectivement la Commune en moment fondateur du socialisme révolutionnaire, une récupération théorique qui influence des décennies de politique européenne et mondiale. Lénine étudiera la Commune. Il en fera l'un des modèles théoriques de la révolution bolchevique. En 1917, les révolutionnaires russes mesureront constamment leurs décisions à l'aune de l'expérience de la Commune, et particulièrement à l'aune de ses erreurs. Le 21 mai 1871, les troupes versaillaises entrent dans Paris par une porte dont les défenseurs ont inexplicablement abandonné le poste. Ce qui suit, la Semaine sanglante, est l'une des violences de masse les plus intenses de l'histoire européenne du 19e siècle. Les soldats versaillais progressent rue par rue, quartier par quartier, tuant les défenseurs de la Commune sur place, exécutant sommairement les prisonniers suspectés d'avoir combattu. Les cours martiales improvisées condamnent à mort sur la base de critères dérisoires. Avoir les mains calleuses, porter des chaussures nues de travail, être surpris avec de la poudre à canon sur les vêtements. Des quartiers ouvriers entiers, Belleville, Ménilmontant, le 11e arrondissement, sont le théâtre d'exécutions massives. Les derniers défenseurs de la Commune font face à leurs exécuteurs contre le mur du cimetière du Père-Lachaise, dans la nuit du 27 au 28 mai. Le mur des fédérés devient le symbole de l'écrasement. Les chiffres sont débattus par les historiens depuis 150 ans. Les estimations sérieuses varient entre 10 000 et 30 000 morts pendant la Semaine sanglante, tués par les balles versaillaises, exécutés après capture ou morts dans les incendies qui ravagent de plusieurs quartiers de Paris dans les derniers jours des combats. Plus de 40 000 personnes sont arrêtées dans les semaines suivantes. Des milliers sont déportés en Nouvelle-Calédonie. Paris perd en une semaine une fraction significative de sa classe ouvrière. Tués, emprisonnés, exilés ou fuyant en Belgique, en Angleterre, en Suisse. Le mouvement ouvrier français mettra une décennie à se reconstituer. Les incendies qui accompagnent la chute de la Commune, allumés par les communards pour ralentir l'avance versaillaise selon les uns ou par les obus versaillais selon les autres ou les deux, détruisent plusieurs monuments parisiens. Les Tuileries brûlent, l'Hôtel de Ville brûle. La colonne Vendôme, symbole napoléonien que la Commune avait abattu comme monument au militarisme, devient le prétexte d'une poursuite judiciaire contre Gustave Courbet, le peintre qui avait présidé la commission artistique de la Commune. Il finira sa vie en exil en Suisse. La Commune de Paris dure 72 jours. Elle est écrasée dans le sang. Elle ne laisse aucune institution durable, aucune structure politique qui survit à son propre effondrement. Par aucune mesure conventionnelle du succès politique, elle ne réussit. Et pourtant, les mesures sociales que la Commune a décrétées en 1871, l'enseignement laïque et gratuit, la séparation de l'Église et de l'État, la réglementation du temps de travail, la représentation ouvrière dans la gestion des entreprises seront reprises une par les gouvernements républicains français dans les décennies suivantes. Jules Ferry instaurera l'école laïque gratuite en 1881 et 1882. La loi de séparation de l'Église et de l'État sera votée en 1905. Les premières petites lois sur le temps de travail suivront au début du 20e siècle. La Commune n'a pas gouverné assez longtemps pour mettre en œuvre son programme. Mais elle a démontré que ce programme était concevable, défendable, administrable. Elle a prouvé que des ouvriers et des artisans pouvaient gouverner une grande ville avec une compétence au moins égale à celle des notables qui les avaient gouvernés jusqu'alors.
L'impact international est encore plus profond. La Commune devient le mythe fondateur du socialisme révolutionnaire européen. Elle inspire des générations de militants, de théoriciens, de révolutionnaires, de Marx à Lénine, de Rosa Luxembourg à Mao Zedong. Chaque révolution du XXe siècle se définit en partie par rapport à la Commune, soit comme son héritière, soit comme la correction de ses erreurs. Les erreurs, justement. Les révolutionnaires qui étudient la Commune s'accordent sur deux leçons principales. Première leçon, la Commune n'a pas marché sur Versailles immédiatement après le 18 mars, quand le gouvernement était en désordre et que l'armée versaillaise était trop faible pour résister. Elle a attendu, par modération, par légalisme, par refus de la violence offensive. Ce délai de 2 mois a permis à Thiers de reconstituer son armée et d'organiser la répression. Deuxième leçon, la Commune n'a pas utilisé la Banque de France. La Banque de France, dont le siège était à Paris, contenait des réserves en or colossales. La Commune, par scrupule légal ou par refus de légitimer la confiscation, n'y a pas touché. Ces réserves ont servi à financer l'armée de Versailles qui l'a écrasée. Lénine, en 1917, studieux de la Commune, fera exactement le contraire. Il s'emparera immédiatement des banques et des réserves financières. La Commune a été vaincue en partie parce qu'elle était trop honnête pour ses propres ennemis. La Commune de Paris n'était pas la première révolte urbaine de l'histoire européenne. Paris avait déjà renversé des gouvernements en 1789, en 1830, en 1848. Les gouvernements européens connaissaient les révolutions. Ils savaient les gérer, les écraser, les récupérer. Ce qui rend la Commune différente, ce qui explique l'intensité de la réaction répressive et l'unanimité internationale contre elle, c'est qu'elle n'est pas seulement une révolte, c'est une démonstration. Une démonstration que les travailleurs peuvent ne gouverner, que les ateliers peuvent ne fonctionner sans patrons absents qui prélèvent les profits, que les écoles peuvent enseigner sans clergé qui filtre le savoir, que les fonctionnaires peuvent être payés au niveau des travailleurs qu'ils servent, que les loyers peuvent être régulés, que les outils confisqués par la dette peuvent être rendus à leurs propriétaires légitimes. Aucune de ces idées n'est abstraite ou théorique en 1871. Elles sont concrètes, elles ont été mises en œuvre, elles ont fonctionné pendant 72 jours dans une ville assiégée, avec des ressources limitées et des ennemis de tous côtés. C'est précisément cela qui terrorise les gouvernements du monde entier. Non pas la violence de la Commune, la violence des révoltes, ils savent la gérer, mais la compétence de la Commune, sa capacité à administrer, sa démonstration que l'ordre social existant, la propriété privée, la hiérarchie patronale, l'Église dans les écoles, les fonctionnaires au salaire princier, n'est pas une nécessité naturelle, mais un choix politique. Un choix qui peut être défait. 30 000 morts pendant la semaine sanglante, 40 000 arrêtés, des milliers déportés. La réponse est disproportionnée à toute menace militaire que la Commune pouvait représenter. Elle est proportionnée à la menace symbolique et politique qu'elle incarnait. On n'écrase pas une révolte avec 30 000 morts. On écrase un exemple. La Commune a duré 72 jours. Son écrasement a duré 1 semaine. Son héritage dure depuis 150 ans, dans les lois sociales des démocraties européennes, dans les révolutions du 20e siècle, dans chaque débat sur ce que les travailleurs peuvent ou ne peuvent pas gérer eux-mêmes. 72 jours ont suffi à prouver quelque chose, et ce quelque chose n'a jamais vraiment été oublié, ni par ceux qui voulaient le reproduire, ni par ceux qui voulaient s'assurer qu'il ne se reproduise jamais.